Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une évasion d'antivirus et de machines virtuelles à partir de chiffrement et de déchiffrement de la charge utile via l'algorithme TEA. Tout ça en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité d'Hacker Blanc. Alors cet article est le résultat des propres recherches de la personne qui a fait le blog Cocomelon ainsi que de plusieurs personnes sur les tentatives et techniques d'évasion des moteurs d'antivirus à partir de chiffrement de la charge utile ou de tout autre chiffrement d'après l'algorithme TEA. Alors, qu'est-ce que c'est le TEA? Alors, le TEA, ça veut dire Tiny Encryption Algorithm, donc petit algorithme de chiffrement. Donc, c'est un algorithme de chiffrement par bloc de clés symétriques qui fonctionne sur 64 bits. Donc, comme l'algorithme de précédent, c'est un algorithme symétrique comme le DES qui fait un chiffrement sur des blocs de 64 bits. Alors, elle utilise une clé un peu plus grande qui fait 128 bits. Alors, comment fonctionne le flux de base de chiffrement de l'algorithme du TEA? Donc, il peut être expliqué comme ceci. Donc, au tout début, on a une extension de la clé. Donc, la clé, elle fait 128 bits et elle est divisée en deux sous-clés qui font 64 bits chacun. Après, il y a l'initialisation de celle-ci. Donc, il y a l'initialisation de 64 bits. Donc, du texte qui est divisé en 32 bits. Donc, en deux blocs de 32 bits. On fait ceci. Après, on fait une fonction de ronde. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire ceci plusieurs fois des opérations. Donc le bloc de texte en clair va subir en fait plusieurs séries d'opérations plusieurs fois et chacune comprenant certaines étapes. Donc, alors les étapes. Donc en fait là les deux blocs qu'on avait divisés en deux là en 32 bits sont combinés en utilisant une addition au niveau bit à bit avec le modulo 2 puissance 32. Alors une fois qu'on a fait l'addition, on va appliquer un ou exclusif sur l'une des sous-clés qui sera en même temps Zored, donc ça veut dire qu'il sera appliqué avec un ou exclusif sur les 32 bits du bloc. Une fois qu'on aura fait ceci, là, on va faire un décalage. Donc le décalage, c'est le résultat de l'étape précédente. Elle est décalée cycliquement vers la gauche d'un certain nombre de bits. On va faire la même chose, donc on fait un OR sur le résultat de décalage avec l'autre bloc. Et après, on fait la même chose sur l'autre bloc, etc. Et on recommence ça X fois. La finalisation, donc les deux blocs de 32 bits sont combinés et forment le résultat final des 64 bits qui sont chiffrés. Donc ça ressemble un peu au DES, hein, en plus simplifié. Le nombre exact de tours dans l'algorithme TEA et les valeurs spécifiques utilisées par l'expansion de décalage et des touches cependant l'implémentation spécifique à l'algorithme. Donc c'est-à-dire qu'en fait on peut lui mettre un nombre de tours prédéfinis, on va voir combien il fait. On va faire un exemple pratique. Donc pour un exemple pratique, voici le déroulement de l'étape du Tiny Encryption Algorithm avec un delta. Donc ça sera une constante qu'on va lui mettre. Alors cette constante là c'est très intéressante, hein. Elle pourra, on verra pas là-dedans, mais on peut l'utiliser dans une règle Yara pour détecter ce genre de chiffrement, hein. Ça devrait fonctionner. Alors, on explique un peu ce qu'on avait fait avant, mais en un peu plus poussé. Donc, le TEA prend un bloc de 64 bits en texte brut, puis comme on dit, on le divise en deux parties de 32 bits. On va le noter V0 et V1 chaque bloc, donc les deux blocs. Après, on prend une clé qui fait 128 bits et on la divise en 4 sous-clés divisées K1, K0, K1, K2, K3. C'est bien des sous-clés hein, qui font 32 bits. On va initialiser deux variables en 32 bits, donc sum et delta, où sum est initialisé à 0, et où delta, là on reconnaît, là, elle va être initialisée avec cette valeur-là. Et après on a les rounds, là qu'on disait, là, les nombres de cycles qu'il fallait faire ici. Donc, comment on va faire combien de rounds? On va faire 32 cycles de chiffrement, et chaque cycle comprenant les opérations suivantes, donc les opérations qu'on disait là. Donc, eh bien, mise à jour en ajoutant le résultat de la fonction. Donc là, il y en aura le décalage, l'addition, le isored avec V1, la somme. Et on fait les décalages aussi bien gauche qu'à droite avec les sommes. Et le symbole, la circonflexe, là, ça représente, en fait, comme on a dit plusieurs fois, hein, le ou exclusif, hein, au niveau bit à bit. On fait une mise à jour V1 en ajoutant le résultat de la fonction. Donc là, on voit qu'on fait la même chose, mais avec des blocs différents, hein. On fait ça K2 et K3, alors que là, on voit qu'on a K0 et K1 à chaque sous-bloc de la clé, partie de la clé on chiffre. Les étapes B et C, donc celle-là et ça, sont répétées 32 fois. Et après que ceci est fait 32 fois, le résultat, c'est la concaténation des deux résultats qu'on a là, V0 et V1, dans cet ordre. Donc on met toujours V0 en premier, V1. Alors, notez que la valeur delta, la valeur, la constante, ceci, était une constante précisément choisie qui contribue à garantir la force de cryptographie de l'algorithme. Et ça pose un problème, hein, parce qu'en fait, on va
sûrement pas le changer, parce que si on le change, la force de la cryptographie, elle est plus bonne. Mais ça laisse une constante qui est détectable par les antivirus et par les logiciels de sécurité. Après, on peut la changer. Dans notre cas, parce que on n'a pas forcément besoin d'une force de cryptographie énorme. Mais bon, après, le résultat n'est pas garanti que ça fonctionne bien. On voit aussi une implémentation simple du TENI Encryption Algorithm, TEA, en C, qui peut être utilisé pour chiffrer ou déchiffrer. Donc là, on a bien les initialisations, le delta, les différentes les données qui ont été divisées par 2. Là, on a les chiffrements, etc., etc. Donc là, on a le déchiffrement. Il fait la même chose. Donc ça, c'est le chiffrement et le déchiffrement. Et ainsi, il faut mettre le shellcode à l'intérieur pour que ça fonctionne. Donc on mettra le shellcode message box meo pour que ça fonctionne. On mettra une clé. Donc ça c'est la clé meo répétée 2 fois hein, pour que ça fasse 128 bits. Donc ça veut dire 16 octets. Et on aura toujours le problème, vu que chiffre par bloc de 8 octets ou 64 bits, si on n'est pas en modulo de 8 octets au niveau de la charge utile, il faudra bien le compléter à la fin s'il manque des octets. Donc pas grâce à un padding avec une opcode compatible. Donc nous on va utiliser le NOP. Hein. Donc comme vous pouvez contacter d'abord le chiffrement, utilisons le padding via les x86 instructions. Donc NOP hein, c'est no operation. Dans cet exemple, on va utiliser meo à charge utile message box comme d'habitude. Donc ouais, là la fiche est déchiffrée, là on l'envoie en mémoire. Donc on alloue la mémoire virtuelle, même commit, execute, read write. La charge déchiffrée là, on la copie dans la mémoire. Et une fois avec nmdscope, on l'exécute. Donc là, on a le code source complet. Donc là, pareil, hein, là, je vous montre le code source complet. Donc, comme on a dit, hein, on a plusieurs fonctions en fonction de chiffrement, de déchiffrement, la charge utile, la clé, le bourrage de Pidgin, pour que ce soit un modulo de 8. Ça affiche différentes étapes. Donc là, chiffrement, et quand c'est déchiffré, donc le résultat est l'exécution de meo. Donc là, on va le compiler, on va l'exécuter, on va voir si ça fonctionne. Donc, on ouvre un terminal où il y a le code source, on compile. On vérifie qu'on a bien hack.exe, donc là c'est parfait, on va l'exécuter sur Windows, donc on ouvre un terminal PowerShell et on exécute hack.exe. Donc là on voit que meo a bien été chargé, et là on voit bien que notre charge utile a été chiffrée, ici là, et là on voit que notre charge utile est chiffrée exactement la même que dans notre charge utile. Et on voit qu'en fait il a laissé les NOP lead à la fin, mais bon c'est pas grave, ça fonctionne avec les NOP. On va faire un autre exemple pratique 2, donc on va regarder la logique d'injection de code, donc là on va l'injecter à partir d'un thread qu'on avait vu dans d'autres vidéos, donc là ça sera juste une charge utile, et on va l'injecter grâce en lui donnant un processus. Hein. Là, il n'y aura pas le chiffrement ou déchiffrement, on fera après. Donc avec virtualalloc x, on va allouer de la mémoire sur le processus distant en même réserve, même commit, en page exécutable, en lecture, écriture, là, en même commit et lecture, écriture. On écrit dans le processus notre charge utile et après on crée le processus dans le thread et on l'exécute. Donc ça on l'a déjà vu x fois hein, dans les autres vidéos. On va le compiler, on compile, on regarde si on a un hack 2.x, on a bien hack 2.2x. Alors pour que ça fonctionne en fait il faut d'abord exécuter un programme victime, donc par exemple Paint. Il faut connaître son PID, donc soit vous exécutez process hacker ou gestionnaire des tâches ou sysinternal et vous récupérez son processus. Donc nous on va exécuter sysinternal. Donc dans sysinternal on va MS Paint. Alors on doit avoir son niveau de processus là qui est 6396 et si on fait 1.2 6396, normalement là il dit qu'il a trouvé le PID donc il n'y a pas de problème. Et si on regarde sur Paint, normalement on a notre charge utile meo qui s'est mis. Donc là tout fonctionne. Après on peut calculer l'entreprise. Donc là on n'aura pas une entreprise sur le PE, donc le portail exécutable. Donc on a sûrement une entreprise normale ou etc. Et il va l'envoyer sur virus total. Mais là il n'y a pas de chiffrement, donc on aura un taux de détection aussi assez fort. Donc moi j'ai repris l'entreprise qui est dans la vidéo ou sur le blog là sur l'entreprise à partir de Shannon, donc sur le PE. Donc ça vous le récupérez sur cette partie du blog, soit vous le récupérez sur mon GitHub. Donc on fait un Python, donc Python 3 ou Python, ça dépend de votre système d'exploitation et comment il a été mis. Entropie PE, je l'ai appris comme ça. Après il faut lui spécifier avec -f le fichier, donc qui sera nous hack de
.exe. Et là, on voit qu'on a certaines entreprises. Donc on voit que le texte est quand même assez fort en l'entreprise. Mais bon. On va le tester sur plusieurs moteurs d'antivirus. Donc on ouvre le navigateur, on va sur Virus Total, on choisit le fichier, on choisit act2.exe et on fait le téléversement. On attend l'analyse. Et là, on voit que sans chiffrement, on commence à avoir beaucoup de résultats. Donc au total, on a 26 antivirus sur 72 qui détectent notre charge utile. Donc on va modifier notre injection classique. On va remplacer notre charge utile MEO par la même qui sera chiffrée en TEA. On va ajouter la fonction TA decrypt qui permet de déchiffrer l'algorithme TEA. Une fois que la charge utile sera déchiffrée, on va l'injecter. Donc notre charge utile ressemblera à ceci, hein. Il y aura toujours la même chose, hein. Donc la clé, le nombre de tours qui définit plutôt, la fonction qui déchiffre là, TA, donc avec la constante delta, hein. La charge utile, la clé sur 128 bits. Donc là, elle est chiffrée, hein. Donc on va la déchiffrer, et etc. Donc là, ça va nous afficher une fois que c'est déchiffré. Ça va l'injecter dans un PID. On va allouer, comme je vous ai dit là, la mémoire qu'il faut, écrire une charge utile déchiffrée dans la mémoire et après l'exécuter grâce à un create remote read. Faire le ménage avec close handle ph et faire un retourne 0. Prenez mon code source parce que là dans le Word, là, il n'est pas mis de parenthèse. Sans mettre les parenthèses, ça fonctionnera pas parce qu'en fait, il n'est pas casté correctement. Donc on va le compiler. On regarde si on a un fichier qui s'appelle hack3.exe. Donc là, c'est bon. On va l'exécuter avec le PID, etc. On va voir l'entropie et on va l'exécuter sur virus total, etc. Donc on va faire tout ça. Donc il faudra toujours avoir un programme pour le processus. Donc par exemple comme sysinternal. On exécute notre programme victime, par exemple ici Paint, on récupère le processus, donc là le processus c'est 5560, donc là c'est Act 3 et 5560. Donc là on voit qu'il est déchiffré, il a réussi à l'injecter dans le PID. Normalement, si je vais sur Paint, on devrait avoir MEO, il n'y a pas de problème. Alors là on va voir l'entropie, donc on retourne sur l'endroit où on a le fichier entropie, on regarde, et là on voit qu'il n'y a pas trop de différence par rapport à l'autre d'avant. On va l'analyser grâce à Virus Total, donc on va sur Virus Total, on choisit notre fichier, donc là c'est Act 3, on confirme le téléversement, et on attend que l'analyse se fasse. Et on voit que c'est assez catastrophique, hein. C'est une technique qui est assez connue, et les moteurs d'antivirus arrivent à le détecter assez facilement. Donc là, on va faire un exemple pratique 3, et on va, à place de mettre une charge utile qui fait mou, on va mettre un reverse shell, donc un shell inversé. Donc la première chose, c'est créer notre charge utile avec MS Venom. Donc alors le port, on peut mettre un port qui n'est pas utilisé, donc 4444 c'est bon. Par contre le lhost, là, il faut le récupérer. Donc pour récupérer notre lhost, on fait un IPA, on regarde quelle connexion réseau, par où ça va passer notre reverse shell. Et là, on récupère l'adresse IP de l'attaquant. Donc, par exemple, chez moi, c'est 5155. Et avec MS Venom, là, on va générer notre shell inversé pour du C. On a ici notre shell qui est non chiffré. Et là, lui, il va le remplacer par un shell chiffré et il va voir la détection, etc. Donc là, il explique pas toutes les étapes. Donc ce shell-là, vous pouvez le mettre dans le premier programme ici. Donc on va faire ça. Donc là, j'ai remplacé message box par le reverse shell. On le compile, on l'exécute pour récupérer le reverse shell chiffré. Donc là, on a le reverse shell qui est chiffré. Après, il faut reprendre le dernier qu'on a fait, donc le 3, et le mettre là-dedans. Donc là, on va mettre notre reverse shell. Donc là, je copie l'ancien reverse shell et on va l'adapter. Alors, si vous voulez refaire toutes ces étapes-là, refaites à zéro tout le reverse shell parce qu'en fait, vous n'aurez pas forcément la même adresse IP. Donc, on aura adapté le reverse shell suivant ce que vous voulez faire. Donc une fois qu'on a fait ça tout correctement, on compile, on écoute, donc avec Net4 sur le port 4444 et on va exécuter notre reverse shell de l'autre côté, là, côté Windows, voir si ça fonctionne. Avant d'exécuter, on va l'injecter dans un processus. Donc on exécute notre programme victime qui est Paint. Avec sysinternal, on regarde son PID. Donc c'est 3728. Donc là, on exécute avec hack avec le bon PID, donc 3728. Donc là, il s'est accroché au PID 3728 et on regarde si on a eu notre reverse shell a fonctionné. Donc là, on voit que la connexion, elle a fonctionné. On est bien sur le système Windows. On peut faire un me. On est bien sur ça. Et si on fait système, normalement, il devra avoir le même nom dot, donc EDDSK 78 de l'autre côté. Là, je fais système
Oh. Ouais, donc là on a exactement le même nom d'hôte, hein, desktop E1 DFSQ 78. Alors après, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il le met dans le moteur d'antivirus. Donc on peut refaire la même procédure, hein, ouvrir le navigateur, aller sur virus total, on choisit le fichier hack.5, on confirme le téléversement, et là on voit qu'en fait le résultat est très mauvais. En fait, ce chiffrement, cette technique-là, elle est très connue. Donc, il le détecte assez facilement par les antivirus. Donc, dit qu'ils avons réduit le nombre de moteurs antivirus et des technologiciels malveillants de 31 à 24. Alors, nous, on n'a pas des résultats aussi mauvais que ça, mais bon, c'est quand même assez mauvais. Comme vous pouvez le constater, cet algorithme chiffre assez bien la charge utile, mais il est détecté par de nombreux moteurs antivirus et est mal adapté pour les contourner. Ouais, donc c'est pas aussi bien que les DES. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues les techniques de chiffrement intéressantes, ajoutera même à l'arsenal l'équipe rouge. Oui, puis c'est intéressant pour tout le monde, hein, même pour les étudiants, les gens qui s'intéressent à la cybersécurité, les RSSI, etc. Alors tout ce qu'on fait ici, hein, c'est des cas pratiques à des fins pédagogiques, hein, c'est pour apprendre et lutter contre les menaces persistantes. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.